On va ouvrir avec vous, Sébastien Floch. Donc, vous êtes directeur fusion, acquisition, relations institutionnelles au sein du groupe Roulier, spécialiste de la nutrition végétale, animale et humaine. En tout cas, c'est le nouveau terme générique pour parler de cette grande maison. Votre terrain de jeu est mondial, avec plus de 7300 collaborateurs, présents dans 56 pays. Plus de 67% de votre chiffre d'affaires est réalisé à l'international. Comment s'organise cette conquête des nouveaux marchés aujourd'hui avec justement cette volonté de poursuivre cette expansion, cette internationalisation de votre développement? La première chose, véritablement, c'est d'être en capacité de ne pas subir un marché. Ça revient un peu à ce que vous évoquiez avec l'artisanat. Nous, on essaye de faire ça au niveau mondial dans nos métiers qui sont les métiers de l'agriculture, de la fourniture de fertilisants qu'on appelle aujourd'hui la nutrition de la plante, parce qu'on considère qu'il est nécessaire effectivement de pouvoir donner une vraie noblesse à ce métier. Et notre capacité aujourd'hui à ne pas subir le marché est vraiment un élément, je dirais, principal de notre stratégie de développement. Nos produits sont des produits uniques, réputés mondialement, et qui ne sont pas comparables à un marché qu'on pourrait qualifier de commodité. Et donc, quelque part, on a effectivement une vraie agilité, une vraie habilité à mettre une technicité unique dans notre proposition commerciale. Et pour appuyer cette technicité, cette valeur ajoutée, évidemment, et monsieur le maire en a parlé tout à l'heure, on a mis au service de notre recherche et développement des moyens appropriés. Là aussi, il y a une vraie cohérence. La logique de R&D, c'est effectivement sur le territoire de Saint-Malo un outil de plus de 30 millions d'euros, et on a développé à Saint-Malo un outil unique en Europe qui nous permet de reproduire au sein de nos laboratoires, dans près de 8000 m² de bâtiments, les conditions climatiques mondiales, de manière à ce qu'on puisse effectivement être crédible dans notre approche scientifique et être capable à Saint-Malo de reproduire l'ensemble des problématiques climatiques de sol, agronomique, culturel au niveau scientifique. Mais sur la partie développement à l'international, comment vous mettez en place votre stratégie? D'après ce que j'ai compris, c'est d'abord et avant tout un site industriel bien implanté et ensuite travailler avec des équipes locales. Exactement. Hein, c'est ça aussi. C'est le deuxième aspect effectivement de notre agilité. Notre agilité, c'est d'être avant tout aussi local. Et c'est votre propos, c'est qu'à un moment donné, effectivement, lorsqu'on est sur des métiers qui sont, pour le coup, assez pondéreux, c'est-à-dire assez lourds en logistique, il nous faut être capable de pousser des bases de production partout dans le monde. Et en l'occurrence, notre stratégie est toujours la même, c'est avant tout pousser des victoires commerciales, avec près de 2500 commerciaux qui sont répartis dans près de 70 pays, donc avec une base commerciale très forte et très dense sur un territoire. Et dès lors que ces premières victoires commerciales sont suffisamment significatives, on va compléter le dispositif avec un outil industriel parfaitement adapté aux besoins du pays. Et on imagine bien que, entre guillemets, cette armée, si on peut parler de ce terme-là, de commerciaux, il faut leur donner de la matière et donc des outils, également de la technicité, on va dire des argumentaires particulièrement brillants et de haute tenue, justement pour faire face à une compétitivité qui est mondiale. C'est ça aussi la force de votre groupe, hein. C'est là où on fait le lien entre le dispositif commercial d'envergure et la structure de recherche et développement que j'évoquais sur le point 1. Exactement. Et effectivement, il faut qu'on soit parfaitement cohérent et crédible. L'enjeu, c'est d'aller effectivement voir ces paysans à niveau mondial qui sont, et je vous rejoins, bien plus experts et bien plus à l'écoute des arguments scientifiques et marketing que ce qu'on veut bien imaginer dans la fameuse image d'Épinal que vous décriviez tout à l'heure. Alors, on va parler également finance avec une autre forme d'agilité. Nicolas Sûr, vous êtes directeur et cofondateur d'Uniland, leader français du financement participatif pour les PME. Alors, souvent on parle de crowdfunding, donc c'est du crowdlending, hein, plus exactement. L'aventure a débuté il y a 4 ans. Qu'est-ce qui vous a donné envie et qu'est-ce qui a fait que tout à coup, hop, vous avez eu l'idée de créer ce système de prêt? Donc Uniland, c'est la première société qui permet aux entreprises d'emprunter directement de l'argent auprès du grand public, donc sous forme de dette. Vous pouvez emprunter entre 10 et 400 000 euros aujourd'hui, de 3 à 60 mois, pour financer un projet et auprès d'internautes qu'on a rassemblés
Donc on a une communauté de 7500 prêteurs actifs qui grandit d'à peu près 5 à 600 membres par mois. Et pour vous donner un exemple, avant-hier, on a permis de financer une entreprise qui qui rachetait un fonds de commerce en Italie, 400 000 euros auprès de 1326 personnes, donc individuellement. Et c'était dans un projet global d'1 million d'euros. Donc il y avait 400 000 euros de crédit fait par la BPI, 400 000 euros par Uniland, et puis 200 000 euros d'apport en fonds propres du dirigeant. Alors comment on a eu l'idée de faire ça? Moi j'ai travaillé pendant 15 ans dans la finance. Moi j'étais en fait dans des métiers de gestion d'épargne, gestion d'actifs, etc. Et confronté à en gros les produits financiers sont quand même ennuyeux à mourir. Je veux dire, acheter une assurance vie, ça fait rire personne. On n'a pas envie d'aller chez son banquier. Et en plus, ça rapporte plus grand-chose. Et au fond, on a le sentiment surtout que c'est extrêmement désincarné par rapport à ce que l'on vit. C'est-à-dire que acheter une assurance vie, ça n'a aucun sens. Vous voyez ce que je veux dire? Même pas, il y a même pas d'émotion. Je veux dire, et c'est même plus une obligation en fait. C'est-à-dire qu'il y a même plus de déterminant pour le faire. Et en plus, vous n'allez pas vous marrer avec votre banquier. Bon, il ne s'agit pas forcément de se marrer quand on parle d'argent, mais il s'agit aussi de savoir à quoi ça sert. Parce qu'au fond, c'est très simple. Moi, ma conviction, c'est que ce que nous faisons est extrêmement simple. Ça ne veut pas dire que c'est pas un peu compliqué à organiser derrière, mais on peut parler d'argent de manière très simple. Si vous allez sur notre site, vous n'avez que des mots en français. Vous n'avez que des phrases avec un sujet, un verbe et un complément. Il n'y a pas de jargon anglais, etc. Et donc ce qu'on a voulu faire, c'est de dire, au fond, on va redonner le pouvoir aux gens sur leur argent. Ils vont être capables eux-mêmes, par le discernement que leur rend possible Internet, que leur rend possible l'accès à l'information, ce que disait Nicolas tout à l'heure, de collectivement prêter de l'argent à des entreprises. Ce qui s'est jamais fait, puisque en France, on est un pays, plus que n'importe quel pays au monde d'ailleurs, où il y a ce fameux monopole bancaire. Il n'y a que les banques qui ont le droit, supposément peut-être parce qu'elles seraient assez intelligentes, de prêter de l'argent aux autres. Nous, on prouve que c'est possible de faire différemment. En fait, quelque part, vous êtes une forme de nouveau mythique de la finance. Hein. Vous mettez en relation les prêteurs, les entrepreneurs qui ont besoin de moyens financiers. Ouais. Voilà, vous êtes un entremetteur. On est un entremetteur, c'est exactement ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a choisi en dessous du logo, il y a marqué vos intérêts se rencontrent. Donc c'est bien cette rencontre entre deux populations, mais qui sont souvent les mêmes, parce que le patron de TPE ou de PME, c'est aussi un épargnant. Donc au fond, il n'y a pas de réelle différence. On est capable tous de comprendre en y passant un peu de temps. Aujourd'hui, Internet permet de faire cette allocation emploi ressources de manière directe, en transperçant quelque part l'intermédiaire. Et en fait, c'est plus efficace. C'est-à-dire que non seulement ça donne un bon produit d'épargne aux gens qui prêtent, non seulement ça donne une nouvelle source de financement à ceux qui empruntent, mais en plus, collectivement, ça a un intérêt, c'est que c'est un système qui contrairement au système bilanciel des banques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la transformation de maturité. C'est pas de la ressource à court terme qui est prêtée à long terme. Il n'y a pas d'effet de levier, et donc ça ne présente pas ce fameux risque systémique qui nous a fait si peur en 2008. Le système ne va pas sauter avec des gens comme nous. Merci pour ces premiers éléments d'explication. François Papini, donc vous êtes directeur général du groupe Corben, qui regroupe les activités digitales, e-commerce du groupe Beaumanoir. Vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce que cela regroupe précisément, les activités, on dit même plus d'ailleurs e-commerce, c'est fini ce terme-là. Donc le groupe Beaumanoir, c'est un groupe malouin. Notre spécialité à nous, c'est les fringues, les vêtements, voilà, la mode. Les grandes marques, Cache-Cache, Morgan, Bonobo, Bréal, Cottage, La City, j'en oublie pas, la 6. Voilà, je vous invite tous à aller faire un tour en magasin juste après, voilà, c'est très important, vous vous rendiez compte un peu des tendances. Y compris sur Internet directement, puisque finalement... Allez, vous pouvez dès maintenant, vous pouvez y aller. Voilà. C'est ouvert. Parce que c'est là aussi la spécificité de votre travail, c'est de pouvoir mettre en ligne et d'apporter un soutien à ces marques sur toute la partie online. Alors on est né, donc on fait les marques de textile, vous imaginez bien, donc on parle aujourd'hui d'obsolescence programmée, nous on parle de mode, hein. Ça a toujours été comme ça, donc ça fait partie de nos fondamentaux. Et ici on parle d'agilité, et je pense que dans la maison, comme c'est une maison de commerçants, nous on parle d'opportunisme. Voilà, donc c'est assez proche finalement. On est très à l'écoute de ce qui se passe. On essaie de comprendre en permanence nos clients, et c'est cette interaction, cette vigilance qui fait qu'on est peut-être capable aussi
je l'espère dans les prochaines années, et là dès aujourd'hui de s'orienter. Donc au milieu de tout ça, on vit nous une transformation de plein fouet. On est né des magasins physiques. Le groupe Manoir, doit être 2800 magasins un peu partout dans le monde, avec vraiment 2 gros pays, la France bien entendu, et la Chine. Voilà, on a à peu près 1000 magasins aujourd'hui sur le territoire chinois. Donc on est vraiment né de ce commerce physique dans lequel voilà, on ouvre un rideau le matin, on a des magnifiques collections, les gens parce qu'ils sont bien sympas et parce qu'ils passent dans la rue, ils trouvent nos vitrines attractives, ils rentrent et puis comme on a des vendeurs de talent et puis que les collections sont bien présentées, ils les achètent et ils reviennent parce ils ont été satisfaits des looks et de la qualité. Ça c'était avant. Ce monde-là est terminé et il a été terminé finalement. On a clôturé ce monde-là il y a très peu de temps. 2008, c'est ça, à peu près. Nous, on a commencé à faire ce qu'on appelait du e-commerce en 2008. Donc, on s'est dit c'est une boutique, voilà, qu'on ouvre en ligne. Et puis il y a les magasins physiques d'un côté, le e-commerce de l'autre. Donc ça, c'était la vision qu'on a eue pendant un tout petit moment. Et on s'est rendu compte qu'en fait, nos clients étaient plus malins que nous. Ils allaient surtout beaucoup plus vite que nous. Ils adoptaient des usages d'une manière spectaculaire. Tout ce qui était simple, rapide, tellement facilitant dans leur vie, était immédiatement adopté. Et qu'une fois qu'ils avaient adopté un usage, ils ne revenaient plus en arrière. Donc les mouvements qu'on est en train de vivre là, je pense, sont complètement irréversibles. Donc le questionnement, c'était de se dire, ils consomment comment, ils vont où, etc., etc. Donc autour de ça, on a créé Corben il y a déjà quelques années, et puis on l'a comment dire, réorganisé, restructuré. On a réorganisé ça il y a un peu plus d'1 an aujourd'hui, et on a regroupé toutes les fonctions de service du groupe Manoir. Ça passe de la distribution physique, avec ce qu'on appelle généralement de la logistique, là, les fonctions informatiques et digitales du groupe, en disant tout ça c'est une seule et même problématique. C'est comment je remets le client au centre d'une problématique de commerce, comment j'interconnecte ce monde physique et ce monde virtuel et digital, et comment est-ce que j'arrive à les livrer, parce qu'au bout du bout, il va quand même falloir que physiquement le client ait son produit dans les mains. Comment est-ce que je fais pour aller lui livrer, sachant que le client commence son acte d'achat sur sa tablette dans son salon, le continue dans son lit, va poursuivre ça potentiellement au bureau pendant les heures de travail ou quand son patron vérifie pas trop ce qu'il fait, et il passera en magasin peut-être pour faire un essayage, pour récupérer une commande. En magasin, il va peut-être voir qu'on peut avoir d'autres types d'articles ou se faire livrer un complément chez soi, etc., etc. Donc tout ça est devenu complètement mélangé. Il y a un commerce qui est digitalisé, mais il n'y a plus de e-commerce d'un côté et de physique de l'autre. Moi, je pense que si on doit lier le monde digital et physique aujourd'hui avec la qualité de notre réseau aujourd'hui, potentiellement, j'ai plus un entrepôt et 2800 magasins, mais j'ai 2801 entrepôts. Tout ça accessible en temps réel, et les clients doivent être capables d'aller chercher leur article quand ils le veulent, comme ils le veulent, au moment où ils le veulent, et avec la qualité de service exemplaire. C'est vers ça qu'on doit tendre. Et votre agilité, c'est de plutôt vous accrocher, entre guillemets, à des grands opérateurs comme Amazon ou Alibaba en Asie, ou plutôt de créer votre propre organisation, votre propre système, vos propres plateformes de distribution, ce qui demande aussi des moyens considérables, puis d'autres ont pris de l'avance. Alors c'est la question qui est bien posée par Nicolas. Doit-on mourir pour changer? On va éviter de mourir trop vite déjà pour commencer. Voilà, on lutte. Et ça peut être de belles alliances également. Non, alors on est obligé de s'allier, on est obligé d'inventer des nouveaux modèles, on est obligé de tester énormément. Le modèle d'Alibaba là en Chine est absolument incontournable. J'étais en Asie la semaine dernière. La plateforme, vous connaissez Alibaba peut-être de nom, mais la plateforme de vente en ligne pour la partie B2C, donc là où les marques sont vendues pour les consommateurs, c'est Tmall. Et Tmall doit représenter entre 60 et 70% du commerce en ligne en Chine. Il n'y a pas d'équivalent en Europe. Amazon est ridicule en part de marché en France, même aux États-Unis, ça n'a rien à voir. Et Amazon est implanté en Chine et doit représenter, je dis peut-être une bêtise, mais aux alentours de 5% du marché. Vous avez des monstres là-bas qui ont pris une place totale. Et c'est un peu comme la carte de crédit là, de tout à l'heure de Nicolas. L'adoption des usages est fulgurante et écrase tout. Donc les gens, Tmall est arrivé, Alibaba est arrivé, a inondé le marché. Et aujourd'hui, vous commercez avec Tmall ou sur Internet, où vous ne commercez pas. Il y a quelques plateformes, Jingdong, etc. Il y en a d'autres.
Mais on est obligé de passer par là, je pense, en Chine. Et en France, il y a encore d'autres alternatives. Alors en Chine, ça va évoluer, bien entendu. C'est beaucoup plus vite que ce que ça évoluera ici. Et en France, on est en train de composer, de travailler avec Amazon, de travailler avec Zalando, de travailler avec la route, de travailler avec plein de gens, de créer aussi notre propre site internet. On les a depuis longtemps, des applications. On est en train d'inventer de nouvelles formes de commerce. Surtout, je pense qu'il faut rien s'interdire, si c'est possible. Oui, c'est surtout ça aujourd'hui le grand enjeu. Et puis être extrêmement attentif à ce qui se passe. Vous le dites, Sébastien Floch, on n'a jamais été aussi local que depuis qu'on pense mondial. On pense mondial et en même temps on est à fond dans le local parce que justement aujourd'hui c'est la proximité que vos clients, donc agriculteurs, paysans de ces différents pays que vous représentez, recherchent finalement. C'est ça qu'ils veulent. Daniel Roulier dit souvent qu'on a perdu 20 ans dans le cadre du développement international, dans la mesure où on a essayé de plaquer au début un modèle français sur l'international. Et il y a à peu près une quinzaine d'années, on a changé fondamentalement de stratégie en considérant qu'il fallait être capable de mettre à la tête des filiales internationales des patrons locaux, c'est-à-dire nationaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, on est un groupe français, évidemment, mais qu'au Brésil, on est un groupe brésilien, qu'en Pologne, on est polonais, qu'en Roumanie, on est roumain, etc., etc. Et c'est depuis qu'on a pris je dirais, ce grand virage, y compris culturel, y compris également en ayant des produits qui étaient pensés et imaginés sur le territoire français. Mais dès lors qu'on a effectivement gagné ce combat culturel, c'est-à-dire d'être local, on a réussi à créer un vrai groupe mondial. Donc effectivement, on a une forme de non pas schizophrénie, mais en tout cas de contradiction absolue, c'est qu'on n'a jamais été aussi mondial depuis qu'on ne pense plus que local. Nicolas Baudou, vous souhaitez réagir? Sur la question des magasins, moi, ce qui me fascine, je suis pas du tout spécialiste de ça, mais c'est qu'au fond, on pensait que avec Internet, tout allait disparaître. On pensait que les magasins allaient disparaître, que les agences bancaires allaient disparaître, que les pharmacies allaient disparaître. Et en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'on voit que ça se transforme. Ça disparaît pas, mais ça change et ça se transforme. Les pharmacies se transforment, les magasins se transforment. Amazon ouvre quelques librairies. Oui. Non, voilà, donc c'est quand même quelque chose qui est absolument fascinant. De la même façon, Internet n'emporte pas tout. L'Amazon indien, qui s'appelle Flipkart, qui est une immense entreprise de vente à distance, a annoncé il y a quelques semaines qu'elle allait fermer son site Internet. Ferme son site Internet parce qu'elle dit, au fond, moi, ce qui m'intéresse, c'est le téléphone mobile. J'ai pas de temps à perdre avec des inventions du XXe siècle comme Internet sur l'ordinateur. Donc, on va se concentrer sur les applications mobiles. Donc, je trouve que c'est tout à fait fascinant. Ça veut dire que vraiment, le bon terme à avoir en tête, c'est le terme de mutation. Ensuite, par rapport à ce que vous dites sur l'articulation entre le global et le local, en fait, c'est pas du tout contradictoire. C'est très exactement la même idée que celle que je développais tout à l'heure, avec l'homme et la machine, ou avec les patrouilles virtuelles et le VTT. Exactement. C'est complémentaire. Uniland, donc la volonté de créer une place de marché quelque part. C'est vrai que pour vous, c'est moins complexe, on va dire, que de se transformer, puisque là, vous êtes en pleine création. En même temps, vous devez être, j'imagine, observé, regardé avec attention par tout le secteur bancaire qui se demande si vous n'êtes pas en train de leur faire tailler des croupières, là, non ? Oui, effectivement, on en a pris le problème dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on n'a pas choisi de transformer un acteur de l'intérieur, ce qui me paraît à moi beaucoup plus compliqué que de créer quelque chose de ex nihilo, surtout la banque. Donc en fait, moi je détesterais être à la place d'un patron de banque aujourd'hui où il a tout à réinventer. Je tire mon chapeau d'ailleurs dans un domaine en fait tout à fait voisin qui sont les télécoms, aux dirigeants successifs d'Orange qui ont très très bien réussi à maintenir cette extraordinaire avance qu'a Orange et qui d'ailleurs est en train de faire des choses en Afrique qu'on soupçonne pas et qui sont très très loin de ce qu'on connaît en France. Mais fondamentalement, nous, donc moi en fait, on a décidé de faire ce qu'on avait envie de faire et de montrer en fait quelque part que c'était possible, en s'affranchissant des grandes entreprises dans lesquelles on pouvait travailler. Effectivement, on est très regardé. C'est même très paradoxal parce qu'au fond, soyons un peu modestes, on n'a jamais permis que le financement de 200 entreprises pour 15 millions d'euros en un peu moins de 2 ans, bon, c'est très sympathique, mais à l'échelle de la finance mondiale, même française, on est à peine sur l'épaisseur du trait. Ce qui intéresse en revanche, c'est l'engouement que ça suscite, c'est la croissance qu'on a, puisqu'on double au moins tous les ans.
Et en fait, parce que c'est une réinvention profonde du modèle, c'est-à-dire que quand vous dites à un banquier, en fait, tu vas plus avoir à gérer ton bilan, parce que ton bilan, il va être chez tes clients. Il se dit, mais à quoi je sers? Alors qu'un banquier, ça n'est jamais quelqu'un qui, d'une manière ou d'une autre, depuis des millénaires presque, ou des siècles, selon, je sais pas exactement depuis quand la monnaie existe, c'est lui qui le saura, mais grosso modo, qui fait passer de l'argent d'une poche à une autre. D'accord? Après, la manière dont il le fait, à la limite, chaque époque s'adapte à ça. Donc les banquiers, ils nous regardent, et c'est très intéressant parce qu'en fait, on voit quasiment au fil des mois l'évolution qu'ils ont. Et je pense que ça doit être pareil dans beaucoup de secteurs économiques. C'est qu'au début, il y a 2 ans, quand on a ouvert le site, c'était « vous êtes complètement malade, ça marchera jamais ». Alors un an avant, c'était « de toute façon, c'est illégal votre truc ». Bon. Après, on a trouvé un moyen de le faire légal. Après, vous êtes complètement malade, ça ne marchera jamais. Jamais les gens vont prêter de l'argent à des entreprises. Je veux dire, et puis maintenant, c'est ouais, d'accord, mais ça restera marginal. Ça, c'était il y a 1 an. Et maintenant, c'est comment on peut travailler ensemble. Voilà. Et vous avez même. Et là, en fait, elles s'aperçoivent que on est peut-être une solution à leur enjeu qui est aujourd'hui, enfin. Je sais pas si vous êtes, ça vous passionne, mais les banques françaises ont tout annoncé leurs résultats trimestriels en bourse là ces jours-ci, et à chaque fois c'était notre grand enjeu du moment, c'est la digitalisation, comme tout le monde grosso modo. Et donc enfin, en fait, on est probablement une solution pour elles, parce que si on va un tout petit peu plus loin dans la construction, on est effectivement une place de marché. Donc voyez-nous comme la bourse pour du prêt. Dans la bourse, vous avez plein de gens qui investissent, donc ça va être de l'investisseur particulier qui va acheter ses actions une par une. Vous allez acheter des SICAV, mais il y a des banques qui achètent des actions, des assureurs, etc. Mais nous, c'est exactement pareil. Hein. On a 7200 prêteurs particuliers, on a 300 entreprises, on a même une banque qui prête dans la plateforme directement, comme tout le monde, j'allais dire, hein, la banque Groupama Banque. Et puis de l'autre côté, en fait, on est un endroit dans lequel les banques vont pouvoir emmener leurs clients pour faire des choses, comme elles le font sur les marchés normaux. Donc, de la même manière qu'il y a 30 ans, elles ont commencé à emmener leurs grands clients du CAC 40 ou même pas du CAC 40 faire des émissions obligataires ou des choses comme ça, en complément de leurs services bancaires. Et ben, moi, ma conviction, et c'est ce qu'on est en train de discuter avec quasiment toutes celles qui comptent en France, c'est que au niveau de l'agence, au niveau du chargé d'affaires PME, eh ben, il va pouvoir proposer aussi bien de faire du crédit lui-même, mais en complément de faire une émission sur une place de marché comme Uniland. Ouais. Et on peut imaginer même, parce que c'est le cas actuellement, les banques devenir eux-mêmes des prêteurs. C'est le cas. Alors, c'est le cas. En fait, nous, ce qu'on pense, c'est qu'il y a une espèce de dysfonctionnement dans le marché où il y a des banques qui ont trop d'argent, qui savent pas à qui le prêter, et d'autres qui en ont pas assez, qui du coup refusent de prêter. Je caricature, c'est pas tout à fait ça, mais c'est un peu ça. Et en fait, le fait de faire un marché transparent, ouvert, avec des prix qui sont publics, des informations publiques, d'une analyse publique, etc., ça permet de remettre de la fluidité de ce qui se faisait dans le secret des agences ou des groupes. Et d'ailleurs, ce qui est hyper intéressant, c'est que même la Banque de France suit avec attention ce qu'on fait, parce qu'en fait, elle se dit, c'est le truc le plus visible que j'ai jamais vu sur cette population qui est en fait totalement en dessous des radars, qui sont les TPE. On parle toujours du crédit aux PME, mais en fait on oublie un truc, c'est que nous, quand on parle de PME, grand public, on dit bon bah c'est les petites boîtes, quoi. C'est tout sauf le CAC 40, voire les grandes ETI comme Roulier. Mais dans la nomenclature de l'INSEE ou de la Banque de France, ça revêt un caractère très précis. C'est les 138 000 entreprises en France qui font plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et en dessous, il y a 2 millions d'entreprises qui font moins de 2 millions de chiffre d'affaires et qui sont celles qui parsèment tous nos territoires. Il n'y a aucune donnée ou quasiment statistique sur elles. Et même les gens, j'ai discuté avec un membre du comité exécutif de Banque Populaire, qui est quand même la première banque sur ce marché, ils savent à peine de quoi il s'agit. Pourquoi ? Pour une raison, encore une fois, dont que le monde digital pourrait nous aider, c'est que tout le savoir qu'il y a sur ces entreprises, il est au niveau de l'agence, dans des dossiers papier, dans des armoires métalliques. Ce serait tellement simple que tout soit un peu centralisé pour avoir des vraies données. Numérisé et centralisé. Nativement, voilà. Donc c'est pas très compliqué, c'est juste de penser la chose différemment.
Voilà, finalement, si on écoute bien les uns et les autres, vous êtes tous des apporteurs de solutions aujourd'hui. On n'est plus dans des apporteurs de matière, on est surtout apporteurs de solutions. Vous, à travers ce que vous proposez en termes d'outils, également en termes de technologie, de technicité, de réflexion sur ce qu'on appelle aujourd'hui l'agriculture de précision, c'est un élément important. On peut même se poser la question au niveau de la mode, bientôt, ça ne sera plus à cause de la collection ni de la mode, ça sera à cause de vous, à cause d'un problème de solution, pas un problème de collection. Ça a toujours été le cas. Voilà. Donc le problème, ce ne sera pas à cause du créatif, ça sera à cause de celui qui a développé la solution. Pour revenir également à ce fameux centre mondial de l'innovation là, qui va bientôt ouvrir, donc vous avez parlé de ces grandes serres qui vont être en capacité de reproduire des climats issus du monde entier pour les tester. Quelle est un petit peu la volonté à terme de tout cela? C'est de construire on va dire, alors je vais sortir le méchant mot, un Monsanto bis, hein, ou au contraire quelque chose de totalement différent? Le corollaire, en tout cas le constat de base, c'est qu'on est considéré comme étant situé sur un marché de commodités qui sont les marchés des fertilisants, et qui est un marché essentiellement de matières premières. Et nous, notre postulat, notre choix, notre libre arbitre, en tout cas notre stratégie, c'est de dire, sur ce marché de commodités, on veut faire ce qu'il y a de mieux, et on veut créer des solutions qui sont parfaitement adaptées aux différentes contraintes qu'on peut retrouver au niveau mondial. Les contraintes agronomiques qu'on retrouve au niveau mondial, elles viennent soit du sol, soit de la climatologie, soit de la technicité ou de la non-technicité d'ailleurs des paysans, soit des cultures. En gros, c'est ces 4 thèmes qui font que vous avez des bons rendements ou une agriculture qui existe ou pas. Et donc l'enjeu pour nous a été de reproduire, je dirais, et ce de manière visible et donc visitable, de reproduire l'ensemble des conditions climatiques mondiales et de démontrer, et donc de gagner en crédibilité, que nos produits qui sont des produits uniques, qui sont des produits évidemment complètement décorrélés des marchés de matières premières, donc beaucoup plus chers, et donc avec beaucoup plus de marge aussi, de démontrer en tout cas que nos solutions étaient crédibles et étaient les plus efficaces. Et pour être crédible par rapport à une population agricole, encore une fois que je considère assez pointue au niveau mondial, le seul moyen, je dirais, de le faire de manière efficace, c'est de les inviter chez nous, de leur montrer qu'est-ce que c'est que la recherche agronomique, et d'avoir effectivement une capacité à leur démontrer que oui, chez eux au Brésil, avec ces conditions de sol-là, avec ces conditions climatiques-là, avec ces types de cultures-là, nous, groupe Roulier, avons les capacités à apporter une solution, je reprends votre terme, qui soit la plus efficace possible pour leurs problèmes. Et donc c'est vraiment cette démarche-là, une démarche de centraliser ou de regrouper plutôt dans un seul endroit l'ensemble des compétences du groupe, et une volonté d'aller vers l'extérieur, et notamment vers nos clients, pour leur démontrer effectivement que nous sommes crédibles dans cette démarche. Voilà. C'est clairement l'enjeu. Et puis, si Daniel Roulier était là, il vous dirait qu'il y a un troisième élément, mais qui est plus sentimental, c'est qu'il y avait un vrai enjeu de rendre à ce territoire breton ce que ce territoire breton nous a apporté, à savoir une capacité à grandir au niveau mondial. Et donc l'enjeu de Saint-Malo était aussi un enjeu très sentimental et de retour au territoire. Au territoire, oui, c'est ce que vous avez souhaité finalement rester ici et faire ce centre mondial à Saint-Malo et pas dans un autre pays, on aurait pu l'imaginer en tout cas. C'est une vraie volonté politique, c'est un vrai choix stratégique et là aussi absolument pas du nationalisme, mais on a la certitude que plus on est certain d'où on vient, plus c'est facile pour nous d'aller ailleurs. Voilà. Donc on a des racines extrêmement fortes et ça nous permet d'aller encore plus loin. Merci à vous tous et très bonne journée.